Bonjour. Vous croisez tous les jours ce qu'on appelle des objets intelligents, c'est-à-dire qui réagissent en fonction de nos actions pour nous faciliter la vie dans une certaine mesure. En effet, de nos jours, tout se fait plus ou moins automatiquement. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, le café est prêt dès notre réveil, et il suffit de demander à haute voix pour qu'une pizza soit livrée chez nous. Mais comme on le sait, des services omniprésents peuvent se révéler agaçants. Oui, quel type de pizza? Je disais qu'un service omniprésent peut être agaçant. Entendu, à plus tard. Les objets connectés trouvent leur origine vers la fin du XXe siècle. En effet, avec le développement des réseaux de communication et la baisse des coûts de l'électronique, il a rapidement été question de placer des capteurs partout. Grâce par exemple aux puces RFID de radio-identification, les différents objets pouvaient échanger des informations, donnant lieu à de nombreuses possibilités. Par exemple, votre portail qui s'ouvre automatiquement lorsqu'il reconnaît votre voiture autonome. Cela s'appelle la domotique, le fait d'avoir plus de confort chez soi depuis un point de contrôle. De plus, les objets pouvaient se connecter à Internet et partager de nombreuses informations d'utilisation. C'est ainsi que votre télé pouvait vous recommander des programmes en fonction de vos derniers produits achetés en ligne. On est ainsi parti d'objets connectés à la maison intelligente, puis à la ville intelligente. Tout cela s'appelle l'Internet des objets. La ville intelligente, c'est justement ce concept d'utiliser des algorithmes d'optimisation pour améliorer la qualité et l'efficacité des services urbains, tout en réduisant leurs coûts. Cela peut aller d'un capteur sur une poubelle, afin que les agents publics ne se déplacent que lorsqu'elle est pleine, à un algorithme pour adapter la vitesse limite sur certaines routes pour minimiser les embouteillages. De façon plus intéressante, des algorithmes de machine learning ont pu déterminer que des petits détails comme le niveau d'intensité lumineuse pouvaient faire baisser l'excitation des supporters à la sortie d'un stade, voire même diminuer légèrement la délinquance. Un exemple de telle ville a été testé en Corée du Sud. Il s'agit de Songdo. C'est une ville de 600 hectares qui a été créée de toutes pièces entre 2003 et 2018 pour la bagatelle de 35 milliards de dollars. En termes de fonctionnalité, dès 2010, ses habitants pouvaient faire des visioconférences avec leurs voisins ou assister à des cours depuis chez eux. En ce qui concerne la collecte des déchets, ceux-ci étaient jetés dans des tubes qui les aspiraient sous terre pour les faire recycler. Car si les algorithmes permettaient de maximiser le profit, ils permettaient aussi d'économiser l'énergie. En 2016, Google DeepMind avait commencé à optimiser l'électricité utilisée dans leur data center. Ils ont ainsi réussi à réduire de 40% l'électricité nécessaire au rafraîchissement de leurs serveurs. L'avantage de la ville intelligente se trouvait aussi au niveau humain. À partir de la même clé électronique, un citoyen de Songdo pouvait payer ses courses, prendre le tram, aller à la salle de sport et rentrer chez lui. Cette ville hyper connectée rendait la vie de tous les jours plus pratique, mais ajouter du confort retire parfois de la sécurité. Je vous laisse en effet imaginer les conséquences qu'un bug pouvait avoir dans les villes. Un tel scénario avait déjà été imaginé en 2009. Dans l'anime Summer Wars, un hacker tire parti du fait que tout dans la ville est connecté à Internet pour semer la pagaille, du trafic routier au réseau électrique. En 2014, des jeunes Espagnols ont réussi à pirater un compteur électrique afin de transmettre de faux chiffres, mais aussi couper l'électricité du voisin. Mais le pire, ça a été en octobre 2016, lorsque des hackers ont infiltré une quantité phénoménale d'objets connectés en testant toutes les combinaisons sur des objets n'ayant pas changé leur sécurité par défaut. Ils ont ainsi pu attaquer le système de nom de domaine DIN en effectuant l'équivalent d'1 terabit de requêtes par seconde, depuis des dizaines de millions d'objets différents. À l'époque, la plus grande attaque par déni de service distribué jamais rencontrée. Cela avait mis à genoux une bonne partie de l'Internet mondial. Vous allez me dire qu'un terabit n'est pas grand-chose, mais pour l'époque c'était énorme. La prolifération d'objets connectés dans nos vies ne faisait que multiplier les moyens d'accéder à nos données personnelles. Mis à part ces quelques petits problèmes de confidentialité, les villes intelligentes étaient prometteuses en termes de technologie et de possibilités. Toutefois, certaines personnes critiquaient le fait de s'appuyer seulement sur des valeurs économiques comme vecteur de développement urbain. En effet, il y avait une forte tendance dans la Silicon Valley, et l'économie en général, de tout quantifier, de représenter chaque aspect d'une ville par une variable que l'on cherche à maximiser. Fallait-il laisser à un algorithme la charge de planifier le développement d'une ville au détriment de son identité propre? De plus, mettre les différentes villes d'une région en compétition sur ces chiffres pouvait nuire à leur créativité. Toutes les villes ne sont pas aussi sensibles à leur patrimoine, et la diversité ou l'originalité d'une ville fait sa complexité et contribue à ce que ses citoyens l'aiment. Une ville est intelligente pas seulement si les objets qui s'y trouvent sont intelligents, mais si les citoyens s'y sentent bien et peuvent contribuer à son développement. L'âme d'une ville intelligente, ce ne sont pas les algorithmes, mais les humains qui la construisent. Voilà,
L'algorithme qui a généré cette émission est terminé. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos du sujet final, la faute à l'algo. Fin de fichier.